Donc j'ai voulu commencer par les textes en fait, pour justement pour ne pas parler dans le vide, pour ne pas simplement donner une conférence sans qu'on entre dans le texte et sans qu'on entre aussi dans les textes, parce que effectivement j'écris en français, j'ai publié beaucoup en français, mais cela ne veut pas dire que ma langue d'écriture n'est que le français. J'ai des langues d'écriture. Et même si je publie en français, dans ce français que je propose, il y a une autre langue, donc le malagasy. Le malagasy, les Français vont appeler malgache, mais la langue c'est le malagasy. Et donc du coup aussi, ça nous ramène aussi à la question de la mémoire, la question des langues, la question des mémoires, comment une langue subit-elle l'histoire, ou comment une langue, à travers l'histoire, essaye de s'affirmer, essaye de se développer. Et c'est là où, si on dit ça, c'est là où ça me gêne de dire la langue malgache, parce que justement, c'est l'histoire de la colonisation qui a forcé cette langue-là à se déformer. Donc, du coup, je préfère parler de langue malagasy et non pas langue malgache. Donc, pour remettre vraiment la mémoire de cette langue, de se dire que chaque langue a sa sonorité et ces sonorités sont importantes. Et quand j'ai commencé à écrire, justement, j'étais enfant, je n'avais absolument pas de théorie sur la littérature, comme vous pouvez l'imaginer, mais tout simplement un enfant qui était très attiré par le récit, par les contes, par l'observation des gens, l'observation de son environnement. Et il faut dire aussi que j'étais dans un contexte très favorable pour l'écriture. J'habitais à côté de l'université d'Antananarive et mon père lui-même était à l'époque professeur d'université, professeur d'histoire. Et à la maison, les étudiants venaient et j'écoutais les débats entre les étudiants et mon père, les débats entre mon père et ses collaborateurs, ses collègues. Et j'étais tout le temps dans cette forme de parole qui se délivre dans ces débats. Et surtout aussi, dans la maison, il y avait une bibliothèque qui malheureusement, je le raconte dans mon livre L'arbre anthropophage, malheureusement ça a été brûlé, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, le récit, la poésie était tout le temps présent à la maison, tout le temps présent aussi à l'extérieur, parce que je me promenais beaucoup. Et dans ces promenades, la langue malagasy vient aussi à moi parce que il y avait les gens qui racontaient des contes, parce que chaque lieu était empreint d'histoire, de récits. Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, il y avait une pierre, un gros rocher plutôt, un gros rocher à côté de notre cité et village. Et ce rocher était censé représenter un personnage qui a enfreint un tabou. Et le conte dit que c'est un personnage qui est allé chercher une femme extraordinaire. Et dans un lac, il a pu chercher cette femme extraordinaire, mais cette femme avait un interdit. On ne devait pas prononcer le mot sel devant elle. Le mot sel. Il ne fallait pas dire qu'elle venait
du sel, mais elle n'avait pas non plus le droit de consommer du sel, ni à ses enfants, ni pour elle-même, ni pour ses parents, ni même pour l'homme qui veut être avec elle. Et cet homme, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en tout cas, cet homme a réussi à attraper cette femme. Elle est très difficile à attraper, hein, mais il a pu l'attraper. Et il a promis de ne jamais prononcer le mot sel. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette jeune femme ou cette femme ne voulait pas non plus donner donc le sel à son enfant, et l'enfant a eu quelques difficultés de santé. Et cela dépend des versions. Soit l'enfant revient dans le fleuve ou dans le lac avec sa mère, soit l'enfant meurt. Et à ce moment-là, le jeune homme prononce le mot sel en disant « tu n'es qu'une fille de sel ». Il a eu une dispute et il prononce le mot sel. Et à ce moment-là, l'homme devient un rocher. Petit à petit, son dos devient figé et il se courbe de plus en plus et devient un rocher. Et ce rocher, donc, qui était dans le conte, est visible dans le village. Et lorsqu'on passe devant ce rocher, évidemment, on n'a pas le droit de prononcer le mot sel. Et le lac n'est pas très loin non plus. Il y a un lac juste à côté. Maintenant, il n'y a plus beaucoup d'eau dans le lac, mais quand même, le lac est là. Et donc nous, quand on passait là, je dis nous parce que les enfants se promenaient en bande près de cet endroit. On avait un jeu, on se défiait, on disait, on part d'ici, on va courir, et pendant qu'on court, on prononce le mot sel. Sire. Donc le terme c'est sire. Donc on courait en disant sire. Et si on tombe, à ce moment-là, on est complètement paralysé par la peur. Ou alors, il y avait un enfant qui a eu une crampe. et il n'a pas compris que ce n'était qu'une crampe. Et il dit ma jambe est devenue sel, ma jambe est devenue rocher. Il ne comprenait pas. Et à ce moment-là, nous avions très très peur. On n'osait même pas venir pour le secourir. Et donc ce que je voulais dire, c'est que la langue malagasy et les mythes entraient dans notre vie, dans notre imaginaire immédiatement. Et tout cela fait que j'avais entrepris tout autour du village des voyages, enfin pas des voyages, mais une exploration comme cela sur des lieux mythiques. Lieux mythiques, pas selon l'histoire, mais lieux mythiques selon les mythes qui se délivrent dans ce village. Et il y avait plein d'autres endroits comme cela, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à raconter moi-même les lieux où j'inventais d'autres lieux. Et les autres enfants ne savaient pas que j'inventais. Mais c'était un plaisir. Et donc, du coup, j'inventais des lieux extraordinaires comme cela en disant, vous savez que là, le géant Rapet est passé là. Et il a un rocher d'une certaine forme. Et je leur disais, ça, c'est les traces de ses pieds, de ses pas. Et on se mettait là dans un rocher qui avait la forme d'une plante de pied. Et je commençais à raconter en malagasy. Et donc c'est comme cela que je suis venu à l'écriture, en racontant d'abord, mais sans évidemment
une théorie, sans évidemment une ambition littéraire très très poussée, mais avec l'amour de la langue déjà, l'amour aussi de tous les récits, de tous les endroits que j'habitais. Et c'est là où, petit à petit, en fait, j'ai commencé à me dire que cela ne me suffisait plus. Parce que raconter pour les autres, c'est bien, mais raconter pour soi-même, c'est beaucoup mieux. Je m'explique. Les contes ou les mythes obéissent à des règles très précises. Il y a un canevas des contes, un schéma des contes qu'on ne peut pas quitter, qu'on ne peut pas simplement comme cela transformer et changer. Parce que le public qui écoute connaît les règles. Et à un moment, je voulais changer quelque chose. Changer, par exemple, avec cette histoire de la femme sel, je m'intéressais à son fils. Or, dans le conte, le fils n'est qu'un prétexte pour que la femme arrive et reparte. Et je m'intéressais au fils, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est devenu ce fils, et je voulais raconter l'histoire de ce fils, mais le public ne voulait pas m'entendre, parce que le fils n'a pas d'importance dans le mythe, dans le conte. Et à partir de là, soit j'inventais un autre conte, mais eux, ils devinaient que c'était une invention. Donc j'aurais été traité de menteur. Alors que un conte, on le clôt toujours avec une formule qui dit Tizama faoul betalo. Ce n'est pas moi qui mens, mais les gens d'autrefois. Et donc quand je disais, mais attendez, les contes, les mythes, c'est du mensonge. Ils disent non, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. C'est vrai, tu as vu le rocher, tu as vu le lac, tu as vu la broussaille qui était la chevelure d'une femme extraordinaire aussi, etc., etc. Mais quand on invente un autre personnage qui n'est pas du tout dans le nomenclature, dans la liste des personnages des contes, on devient menteur tout d'un coup. Et à partir de là, je me suis dit, où est-ce qu'on peut mentir le plus? En littérature. Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à prendre des feuilles, à écrire sur n'importe quoi, sans partager aux autres, et dans les deux langues. J'ai vraiment commencé dans les deux langues, mais petit à petit, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas utiliser les deux langues de la même manière, parce que je grandissais déjà, et surtout aussi, mentir en littérature implique de connaître beaucoup de choses. Pour pouvoir bien mentir, il faut bien connaître la vérité. Et donc j'ai dû ouvrir les yeux sur la réalité à Madagascar. Et la réalité que j'ai vue à Madagascar, c'était les militaires qui arrivaient à l'université, qui tiraient sur les étudiants. C'était mon père qui est amené par les militaires, qui disparaît pendant 3 à 4 jours, qui revient et qui nous dit à nous, ses enfants, non, il ne s'est rien passé, c'était juste quelque chose comme cela. C'était juste, voilà, j'étais parti en tournée. Mais on savait bien que ce n'était pas une tournée. Mais aussi de prendre conscience de l'histoire de l'île de Madagascar. Une histoire qui est traversée par beaucoup de violence, une histoire traversée par la colonisation, une histoire qui était là en train de se faire avec les dictateurs,
ou avec le dictateur. Et lorsque j'ai voulu écrire à tout cela, je n'ai pas pu le faire dans ma langue maternelle. Parce que c'était trop dur, c'était trop... L'émotion était trop grande. Et je ne pouvais pas assumer cela dans mes premiers écrits. Je ne pouvais pas assumer d'écrire mon pays dans ma propre langue parce que ça me ramenait trop à la souffrance du pays. Et je ne pouvais pas le supporter. Et donc, le plus facile, c'était d'écrire en français. Et écrire en français parce que plus de distance, parce que plus de jeu aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand c'est quelque chose à la fois proche et lointain, cette langue française qui était habituelle, puisque la langue française était présente à la maison, présente à l'école, présente dans les journaux, à la télévision, dans les films. Elle était là, la langue française. Et même dans mon nom, dans mon prénom. Vous remarquez que j'ai enlevé le prénom. Mais mon prénom, c'est donc Jean-Luc, mais nom d'auteur, Lariman, sans le prénom. Et donc, cette langue française qui était présente, mais aussi quand même étrangère. Et je prendrai le terme d'un auteur que j'aime beaucoup, enfin d'un universitaire que j'aime énormément, de Paul Autino. Paul Autino qui a beaucoup réfléchi, écrit, analysé la mythologie malgache. Et il utilisait le terme d'étrangère intime. Étrangère intime, c'est pour désigner en fait ces femmes extraordinaires dans la mythologie malgache, ces femmes qui habitent les lacs, qui habitent les fleuves, qui arrivent dans le monde des hommes, enfin pas dans le monde de l'humain, je vais dire comme cela, mais qui repartent parce que les humains ne savent pas vivre. Et ces femmes repartent. Et les humains restent avec ce vide, avec tout ce que représentent ces femmes extraordinaires. Ils les recherchent encore, mais ils n'arrivent pas à respecter la nature de ces femmes. Mais j'ai récupéré en fait dans ma tête ce terme de l'étrangère intime. La langue française pour moi est un peu comme cela. C'est une étrangère, mais intime. Parce que je vis avec cette langue, j'ai grandi avec cette langue, mais c'est une langue aussi qui porte d'autres références que je ne connais pas forcément, que je ne connaissais pas forcément. C'est aussi une langue qui a sa propre histoire. Et lorsque j'ai commencé à écrire, donc, intellectuellement, je pouvais concevoir toutes les références que porte la langue française, mais est-ce qu'intimement, je le vivais? Je n'étais pas toujours sûr de cela.